Madame, monsieur, branchez les guirlandes, je sais c'est un peu tôt, mais vous allez voir, c'est Noël avant l'heure. Dans C'est un monde, ce matin, on va s'intéresser aux habitudes de nos voisins, proches ou lointains, en cette période de fête. Est-ce que le Père Noël existe partout? Qu'est-ce qu'on mange, par exemple, le jour J? Avec qui? Pendant combien de temps? Bref, comment est-ce qu'on célèbre Noël ailleurs dans le monde? C'est ce que nous avons demandé, non pas à 4, mais à 5 correspondants. Ben, c'est Noël, c'est cadeau. Et compte tenu du décalage horaire, comme on le dit à chaque fois, avec certains de nos journalistes à l'Est ou à l'Ouest, toute la séquence qui suit a été donc enregistrée. Et pour les festivités, nous avons fait appel à nos petits lutins à nous. François Baudonnet, correspondant en Belgique, qui a fait le déplacement jusqu'aux Pays-Bas. Vous allez comprendre pourquoi. Valérie Astruc, qui est à Washington. Fanny Lothaire, que l'on retrouvera à Rio de Janeiro. Et Renaud Bernard, qui nous attend à Rome. Et enfin, Sandrine Mercier, qui est à Barcelone. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Donc, tout de suite, on rejoint François Baudonnet à Bruxelles. Bonjour François. Alors, vous avez fait un petit tour du côté de chez vos amis néerlandais et aux Pays-Bas, il faut le savoir, la vraie vedette, et ça nous le savons parce que c'est un peu comme dans le nord de la France après tout, hein. La vraie vedette, c'est pas le Père Noël, c'est Saint-Nicolas. Franchement, il y a quand même un petit air de famille, non François ? Oui, absolument. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, William, eh bien, des Néerlandais ont émigré aux États-Unis et ils sont partis avec leur tradition, avec Saint-Nicolas, Sinterklaas en néerlandais. Et Sinterklaas, là-bas aux États-Unis, est devenu Santa Claus. Et il a également changé de couleur. Il est devenu rouge, hein, sous l'impulsion d'une grande marque de soda. Oui. Et il a été fêté non plus début décembre, mais à la fin du mois de décembre. Et donc, Saint-Nicolas est devenu le Père Noël, qui est revenu comme ça en Europe, on va dire, au milieu à peu près des années 30. Alors aux Pays-Bas, au contraire, eh bien, c'est le vrai Saint-Nicolas, c'est l'original, c'est celui qui est resté, et je dirais c'est de la folie chaque année. Ça se passe à partir de la mi-novembre, et c'est de la folie pure. Regardez ce reportage réalisé avec Caroline Arnold et Frédéric Furnémont. Chaque année, c'est un événement aux Pays-Bas diffusé en direct à la télévision. Lorsqu'à bord de son bateau à vapeur, Saint-Nicolas revient d'Espagne, ils sont des milliers sur les quais, des milliers d'autres devant leur écran de télévision, tout un pays qui attend les premiers mots du grand saint. Ils ont été très gentils, ces enfants. Ils auront plein de friandises. Le début de 3 semaines de fête. 3 semaines durant lesquelles la Hollande vit au rythme de Saint-Nicolas et des Svartepiet, sortes de pères fouettards. Dans les vitrines, dans les rues, en peluche ou en chocolat, ils sont partout. Et pour les enfants, à cette période, il est un rendez-vous incontournable. Dag allemaal. Ja, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal. 18h, comme dans toutes les familles néerlandaises, chez les Kakebeke, c'est l'heure du journal de Saint-Nicolas. Une émission quotidienne pour suivre ses aventures à la télévision nationale. Je le regarde 2 fois chaque jour, une fois à l'école et une fois ici. Le journal terminé, Tine, Finn et Tobias entonnent une chanson pour Saint-Nicolas, en espérant que pendant la nuit, il leur apportera quelques douceurs. Tout tourne autour de lui. À l'école, même le cours de gymnastique parle de Saint-Nicolas. C'est la fête la plus importante de l'année. Les enfants sont très sages parce qu'ils savent qu'ils auront des cadeaux. 5 décembre, le grand jour est arrivé. C'est ce soir que Saint-Nicolas doit apporter les cadeaux. En attendant, il est en visite dans cette école de La Haye. Depuis son trône, il appelle les enfants un à un. Dans son grand livre, il a tout noté. Leurs bêtises, leurs progrès, il sait tout grâce aux grandes oreilles de ses assistants. On se promène sur les toits pour écouter ce qu'il se dit. On reçoit des lettres, des profs et des parents. Oui, les parents nous aident. Quelques heures plus tard, chez les Kakebeke, toute la famille est réunie. Quand soudain, Saint-Nicolas vient de passer. Devant la porte, un grand sac de cadeaux. Des paquets pour les enfants comme pour les parents. Et pour chacun, un poème écrit de la plume du grand saint. Enfin, officiellement. Mon cher Clergeant, tu pars souvent à l'étranger, mais à la maison, il faut aussi rester. C'est un peu d'immoralité et aussi de gentillesse pour dire des choses qu'on n'ose pas dire. Sa tournée terminée, Saint-Nicolas a repris la mer. L'histoire raconte qu'il habite une grande maison en Espagne. Mais c'est certainement aux Pays-Bas que sa légende reste la plus vivante.
François, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des, je sais pas comment dire, des assistants de Saint-Nicolas qu'on vient de voir dans le reportage? Parce qu'on a l'impression, en tout cas vu d'ici, qu'ils sont presque aussi importants que le patron, non? Oui, absolument, William, ils sont très importants. On les appelle les Zwartepits, ce qui veut dire littéralement les pierres noires, hein, les pierrots noirs. Alors, ce sont évidemment l'équivalent un peu des pères fouettards en français, mais ils sont différents. Il n'y a pas de notion de punition. Les Zwartepits sont très gentils. Ce sont les assistants de Saint-Nicolas. Ils aident donc à distribuer les cadeaux. Ils font des gaffes, ils font beaucoup d'humour. Mais il y a, William, une polémique parce qu'ils sont noirs, vous l'avez vu, et certains Néerlandais estiment que c'est du racisme. Et figurez-vous que même l'ONU s'en est mêlée, puisqu'une responsable de l'ONU a demandé à la télévision néerlandaise que Saint-Nicolas soit supprimé et remplacé par le Père Noël. Et ça a fait un scandale gigantesque. C'est malvenu. Bon, alors rassurez-nous, la Saint-Nicolas sera toujours fêtée l'année prochaine en Hollande? Oui, absolument. On ne peut pas supprimer la Saint-Nicolas aux Pays-Bas. Ça serait comme détruire peut-être la Tour Eiffel en France ou interdire le champagne. Non, c'est strictement impossible. Mais il y a certaines villes qui ne perdent pas le nord, William, qui ont eu des idées de remplacement. Oui. Par exemple, la ville de Gouda, aux Pays-Bas, a proposé que les Zwartepits ne soient plus noirs, mais qu'ils deviennent jaune foncé, comme le fromage, bien sûr. Je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, le Gouda, bien sûr. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup François. À bientôt cette semaine. Le voyage continue. On garde le traîneau maintenant à Washington. Alors aux États-Unis, on plaisante pas avec Noël. C'est une tradition qui est suivie dans ses moindres détails. Et là-bas, on voit les choses en grand, bien sûr. Nous sommes aux États-Unis, en très grand même. C'est ce qu'on va découvrir avec vous, Valérie. Vous avez assisté à des préparatifs, on va dire, pour le moins lumineux. Sac en papier, des bougies. Ici, depuis 25 ans, tout le village s'illumine pour une fête de fin d'année. Car aux États-Unis, Noël se célèbre pendant tout le mois de décembre, en famille, mais aussi avec les voisins. C'est le cas à Alexandria, en Virginie. On se réunit pour faire un peu la fête. On a le joli feu ici et on va manger, grignoter un peu. Rebecca prépare les enfants du quartier au clou de la soirée, un porte-à-porte un peu spécial. La première maison où on chante, c'est les nouveaux voisins. Ils viennent de déménager il y a 2 semaines et on veut les impressionner, on veut les accueillir. Donc on va tous chanter à leur maison en premier. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Toutes les maisons du quartier y passent. Cette tradition s'appelle le caroling. Chaque habitant offre quelque chose au chanteur d'occasion. C'est ça le caroling. Vous allez dans le quartier, vous harcelez les voisins, ils vous donnent à boire. C'est génial. C'est magnifique. Cette tradition est tellement appréciée aux États-Unis qu'il existe même une radio qui diffuse 24 heures sur 24 des chants de Noël. On l'écoute très souvent, dans la voiture, à la maison. Ça nous met dans l'ambiance et ça nous réjouit. Direction la Maison Blanche. Un espace spécial Noël a été installé pour les touristes. L'inévitable sapin, des trains électriques, mais aussi des animations. Une vingtaine de groupes vont se produire sur cette scène. Ce sont des bénévoles qui viennent danser pour récolter de l'argent afin d'aider les plus démunis. Nous sommes un groupe de danse de tous les âges et on danse des chorégraphies américaines. C'est la Maison Blanche qui nous a invités pour danser devant le sapin de Noël national. Ça permet de donner de la joie et de se mettre dans l'ambiance de Noël. Aux États-Unis, 37 millions de sapins de Noël ont été achetés cette année. C'est 7 fois plus qu'en France. Toutes les institutions, à commencer par la Maison Blanche, décorent l'extérieur et l'intérieur de leurs bâtiments. Quant aux particuliers, ils ont une vraie passion pour les décorations de Noël. Certains s'y prennent plusieurs mois à l'avance. Cette maison en Californie bat tous les records. Pour faire clignoter les lumières au rythme des chants de Noël, Tony a mobilisé 6 ordinateurs, sans compter le temps passé à installer les décorations de son jardin. Ça m'a pris 2 mois et demi tous les soirs, après le travail, tous les week-ends, toutes les vacances, tout mon temps. Plus facile à installer et tout aussi décoratif, les personnages gonflables qu'on achète dans tous les grands magasins.
L'imagination des Américains est sans limite. Noël se fête à la maison, mais aussi dans les jardins. Une vraie fête traditionnelle, culturelle, pas trop une fête commerciale. Merci beaucoup Valérie. À bientôt. Petite pause en France maintenant pour les retardataires. Il y en a peut-être parmi vous. Julia du Web a pioché 2-3 idées de cadeaux. Alors la règle du jeu, il faut que ça soit insolite, sinon ça vaut pas le coup. Hein. Julia, vous avez ça? Ah oui, alors insolite, je vais commencer déjà avec une idée, une bonne idée, astucieuse, insolite si vous voulez, en tout cas doublée d'une bonne cause. Je vous conseille pour vos achats Noël d'aller sur le site de la Croix-Rouge parce que des artistes de tous les domaines se sont mobilisés et ont dédicacé des objets de la vie du quotidien. Ah oui. Alors des sacs, des tasses, des coques de téléphone, enfin des choses qui sont quand même relativement faciles à offrir au plus grand nombre. Vous avez tout le monde, hein. Vous aviez autant des sportifs comme Marion Bartoli que Jacques Dutronc, Karine Viard, Marion Cotillard. Qu'est-ce qu'il a dédicacé Jacques Dutronc, c'est une coque de téléphone. Ah bon? Mais vous avez vraiment le sac à main de Marion Cotillard. Vous voyez, tout ça à des prix relativement raisonnables et qui vont évidemment être reversés à la Croix-Rouge. Une autre idée insolite, insolite parce que d'un goût particulier, c'est une tendance, William, dont on ne peut pas ne pas parler parce que ça nous vient d'Angleterre et que le web à Noël en France ou ailleurs est littéralement envahi. C'est-à-dire que tous les sites qui vendent des vêtements sont obligés de proposer la sélection de leurs pulls de Noël. Alors, je vous en parle parce que, évidemment, la tendance au départ ringarde est devenue hyper mode depuis que Samantha Cameron, la femme du Premier ministre anglais, s'est montrée avec ses pulls. Et il faut savoir que, avec son beau pull de Noël, il faut savoir aussi qu'il y en a un autre qui vient de se présenter et qui fait buzz sur Twitter avec aussi son pull de Noël, qui est à mon avis le bébé le plus choisi comme exemple pour les habits, c'est le petit prince George, qui fait un carton aussi avec son pull. Donc, un autre petit plaisir pour Noël, c'est le pull pour les cadeaux insolites dont on parlait. Et Comment ils appellent ça, le pull de Noël? Ils n'appellent pas le pull de Noël. J'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelait le pull moche ou le concours. Alors, il y a la journée du pull moche en Angleterre. Ça, hein? Oui, c'est ça. Et c'est le pull moche. Moi, j'ai dit ringard, mais on peut dire pull moche. Pull moche. Mais on retrouve ça dans Bridget Jones. Exactement, Marc Darcy. Marc Darcy, il a ça. Exactement, regardez. C'est que sa mère lui a tricoté, regardez. Voilà, avec le beau cerf, le pull de Noël. Ouais. C'est parfait. Dans Love Actually aussi, vous avez ça. Ouais. Bon, merci beaucoup. À tout à l'heure. Direction Rio de Janeiro maintenant. Là-bas, pas besoin de pull. Hein. On est dans l'hémisphère sud. Bonjour Fanny. Alors, il paraît que vous avez un scoop. Vous savez où le Père Noël passe ses vacances. Vous allez nous dire ça tout de suite. Mais je suppose qu'on est très loin de l'ambiance boule de neige, raclette et vin chaud, non Fanny? Bonjour William, eh bien oui, sous 35 degrés au Brésil, forcément Noël, c'est sapin en plastique et Père Noël en sable. Ici, le 24 est une tradition très attendue dans le plus grand pays catholique au monde. Le 24, les églises sont bondées. Dans la plupart des favelas, les quartiers populaires, la messe de minuit a lieu à 20 h pour éviter tout débordement et puis pour permettre aux familles de profiter du grand repas de Noël. Mais ici, on ne s'assied pas autour d'une table pendant des heures, on picore à un buffet en attendant le Papa et Noël qui ne vient pas par la cheminée puisqu'il est déjà au Brésil. Il a pris ses quartiers d'été avant le grand rush du 24. Avec Aude Chevalier-Baumel, nous sommes allés visiter à quelques kilomètres d'ici la maison de vacances officielle du Père Noël. À quelques kilomètres de Rio, bienvenue à Penedo. Ses cascades, sa forêt tropicale luxuriante et son village finlandais. On se croirait presque au pôle Nord. À un détail près, sous 30 degrés, pas de chocolat chaud mais des glaces. Et un titre honorifique de taille pour cette petite ville de 5000 habitants. Penedo est la maison de vacances officielle du Père Noël. Mais le Père Noël, il vit au Brésil? Oui, bien sûr que le Père Noël habite au Brésil. Vraiment? Mais je pensais qu'il vivait en Finlande. Mais non, il habite au Brésil. Je suis sûr que sous son déguisement, il a une combinaison de nageur pour pouvoir se baigner ici. Il va nager où? Là, juste à côté, dans les cascades. En cette période, c'est l'été au Brésil. De quoi reposer le Père Noël avant le grand rush du 24 décembre. Au revoir, on va voir le Père Noël. Loin, très loin de son pays d'origine, cette petite communauté finlandaise installée au début du XXe siècle est devenue depuis quelques années un parc d'attractions pour familles brésiliennes. Tous veulent voir la star de l'époque, mais peu connaissent l'origine de l'endroit. Ici, on est en petite Finlande. Et vous savez pourquoi? Ah non, je ne saurais pas vous dire.
Pourtant, à quelques mètres de là, un musée permet de découvrir l'incroyable histoire de ces Finlandais venus s'installer au milieu des palmiers. C'est Toivo Uuskalio, le fondateur de la colonie, un végétarien qui a fait venir toute sa famille ici. Elena Elden est une des descendantes de Toivo Uuskalio. Ce Finlandais un peu fou venu s'installer sous le soleil pour cultiver des légumes tropicaux. Mais l'agriculture n'a pas fait recette. Les habitants ont commencé il y a 50 ans à construire des petits hôtels et cela a attiré les touristes. Mais ils ne connaissent pas vraiment l'origine de la colonie. Alors je suis là pour leur faire connaître, grâce à ce musée, pour faire vivre notre culture finlandaise. Chaque année, 240 000 visiteurs viennent découvrir Penedo. Tout le monde m'a dit que cette colonie était magnifique et chargée d'histoire. Je voulais la connaître. Et puis c'est Noël avec les décorations. C'est encore plus beau. Pour maintenir la tradition et faire connaître la culture de la colonie, un bal a lieu tous les samedis avant Noël. Des danseurs 100% brésiliens, mais une musique traditionnelle bien finlandaise. De quoi ne pas trop dépayser notre Père Noël. Voilà. Eh bien, vous avez appris une chose, effectivement, c'est que le Père Noël a une résidence secondaire au Brésil. Et on dit Père Noël, non, on est Papaye Noël. Merci beaucoup, Fanny. À plus tard. Feliz Natal. Allez, tout de suite, on fait escale à Rome maintenant. Bonjour, Renaud. Bon, alors il faut savoir, qui dit Bonjour, Noël, William. dit forcément en Italie, c'est un peu comme chez nous, hein, c'est repas de fête et vous nous avez confié que chez vous, la star du menu, c'est pas la dinde, c'est pas le foie gras, c'est le panettone. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent de notre bûche, même si ça y ressemble pas? Bonjour William, alors à la télé ça marche toujours mieux. Avec l'exemple, je vous apportais un panettone. Donc non, ça ne ressemble pas à la bûche. Pour le reste, finalement, c'est un peu comme la bûche. D'abord parce que sur le plan du symbole, c'est tout aussi important en Italie que la bûche l'est en France. Sur le plan de la composition, comme vous allez le voir dans le reportage, regardez, c'est aussi riche que notre bûche. Finalement donc, il y a des points communs. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé par Florence Crimon et Franz Ventura. Nous sommes tout en haut à gauche de la Botte, dans les Alpes. Ici, il n'y a pas le Père Noël. À Saint-Vincent, on trouve plus important. Le panettone, la brioche qui fait office de bûche pour nos cousins transalpins. Des bacs de pâtes comme cela, Mauro Morandini en transporte 3 tonnes pendant les fêtes. Il y a de la farine, de la levure, du sel, des œufs, du sucre aussi, et du miel, et encore des raisins et des fruits confits. Une liste d'ingrédients interminable. C'est très riche, mais c'est surtout très long à préparer. Quelle belle pâte! 35 heures en laboratoire et l'essentiel se fait à la main. Ces gestes donnent de la consistance à la pâte et permettent au panettone de lever bien droit et de ne pas tomber sur les côtés. C'est aussi ce qui lui donne son goût si particulier. Pour ces fêtes, Mauro Morandini et ses commis vont cuire 15 000 panettones. Et pour que les brioches soient bien dorées, bien rondes, bien appétissantes, il y a un truc que le maître pâtissier nous révèle. Le panettone doit reposer 10 heures la tête en bas pour refroidir et ne pas s'affaisser. En Italie, acheter le panettone de Noël, c'est une institution familiale. On est venu chercher un beau panettone pour ce soir. Et voilà la bête, 5 kilos de brioche. Autour de la table à Noël, avec la famille et les amis, le panettone ne doit pas manquer. On a calculé que pour Noël, chaque Italien dévore un panettone et demi tout seul. 100 millions de pièces vendues. Et vous savez pourquoi? Eh bien, comme toujours ici, par superstition. On dit que les raisins secs et les fruits confits portent chance. Mais en Italie, il existe un autre panettone. Et là aussi, c'est une institution. Le film Panettone et la comédie de Noël au cinéma. Il en sort une demi-douzaine chaque année. Familial, comique, caricatural même.
Et c'est écrit sur l'écran, ça revient chaque maudit Noël. Le réalisateur de ce film, nous l'avons rencontré. Selon lui, le film Panettone, c'est tout simplement l'Italie plus vraie que nature. Noël, ça nous intéresse parce que c'est le moment où les familles réunies savent donner le pire d'elles-mêmes. Stress, cauchemar, personnel et collectif. Alors on a posé la question, bien sûr. Vous vous y reconnaissez? C'est une vision critique de ce qui se passe vraiment à Noël chez nous, entre cauchemar et bon moment. Ça nous fait beaucoup rire, c'est comme si c'était nous. On s'y retrouve vraiment. Les Italiens, des comédiens nés. D'ailleurs, regardez qui vient livrer les panettones et les cadeaux à Noël à Gênes cette année. Pas sûr que ce soit le vrai. En tout cas, c'est un Père Noël qui a troqué son traîneau contre une planche de surf. Pas mal. Débrouille pas mal, ça. Renaud, en ce qui concerne le reste du menu, si toutefois il vous reste de la place après avoir dégusté votre panettone de 5 kilos, là, y a quoi? Un petit coup de foie gras, saumon, non? Non, la particularité en Italie, c'est que le menu de Noël est rustique et il est régional. Il y a 20 régions, des centaines de petits pays à l'intérieur et chacun a son menu traditionnel. Alors dans le sud, on est plutôt poisson jusqu'au 24 au soir et puis agneau le 25. Au nord, c'est pâtes et viande le 25. Et ce sont des menus très rustiques. Dans le Val d'Aoste, par exemple, eh bien, ce sera des côtes de porc grillées au feu de bois. À Rome, ce sera de la morue préparée. Donc ce sont des menus très rustiques, absolument pas sophistiqués comme on peut le vivre chez nous pour les fêtes de fin d'année. Et pour les cadeaux, alors, il est généreux, le Père Noël, ou pas? Alors il est généreux, si j'ose dire, à l'échelle de l'Italie, en tout cas, dans un pays qui se serre la ceinture année après année. On fait ce qu'on peut. 199 € de dépenses en moyenne prévues cette année. C'est plus de 2 fois moins qu'en France. En revanche, là où on peut dire que le Père Noël reste généreux, c'est qu'au lieu de faire moins de cadeaux, on a divisé la valeur des cadeaux. Ce sont des cadeaux plus petits, mais tout le monde en aura. Comment dit-on, joyeux Noël? Buon Natale. Buon Natale. Bon alors, bon Natale. Merci Renaud. À bientôt. Pour terminer, vamos à Espagne. Alors en Espagne, il paraît que le Père Noël a une sacrée concurrence. Pour être précis, vous allez le constater encore, il a 3 concurrents. Les 3, c'est quoi? Ce sont les 3 rois mages. En version originale, ça donne Los Reyes Magos, voilà, tout simplement. Et eux, on peut dire qu'ils déplacent les foules. La preuve avec Sandrine, avec quelques images de l'année dernière pour commencer. C'est une nuit magique, la plus attendue de l'année par les petits Espagnols. Dans toutes les villes du pays, des défilés féeriques enchantent les rues. Ici, les chevaux volent, les éléphants dansent. Nous sommes le 5 janvier, une date plus importante que le jour de Noël. Si la foule est aussi nombreuse, c'est surtout pour apercevoir les 3 grandes stars de la soirée, qui n'arriveront qu'en fin de cortège. Alors, patience. Il est encore trop tôt en ce mois de décembre. Pour le moment, ce ne sont que de simples santons de crèche. Mais leur nom vous dit sûrement quelque chose. Melchor, Balthasar et Gaspard. Ce sont eux les stars de Noël en Espagne, les rois mages. Pas question ici de parler d'un certain Père Noël. Ah non, pas le Père Noël, c'est pas de chez nous. Quand on était petit, on ne connaissait même pas le Père Noël. Santa Claus n'est pas espagnol, on ne le fait pas ici. C'est un étranger, un Américain. Les Espagnols sont restés fidèles à la religion. Dans la Bible, les rois mages apportaient des offrandes à Jésus. Aujourd'hui, ils perpétuent la tradition en emmenant les cadeaux aux enfants. Johanna et Ona espèrent que les rois mages n'oublieront pas leurs petits souliers. Alors elles sont venues repérer ce qu'elles souhaitent leur demander. Difficile de faire son choix parmi cette montagne de jouets. Ce sont des rois qui sont magiques. Ils passent dans toutes les maisons d'Espagne pour distribuer les cadeaux qu'on leur a commandés. Vous voulez quoi? La lettre pour les rois. Comme pour le Père Noël, les enfants écrivent une lettre au roi mage. Et si Johanna et Ona restent bien sages, voici ce qui les attend. La cabalgata, le défilé des rois mages, commence enfin. À Barcelone, ils arrivent en bateau. Accueillis comme des stars, ils font la joie des petits et grands. Et c'est parti pour une immense parade dans les rues de la ville.
Melchior est le roi venu d'Europe. Gaspard vient d'Asie. Et le chouchou des enfants, c'est Balthazar, le roi d'Afrique. Ils ont bien sûr des cadeaux par milliers à distribuer, mais attention aux petits garnements qui ne recevront qu'un morceau de charbon. Si pour le moment, les rois mages restent sur leur piédestal en Espagne, il y en a un autre qui pousse un peu sa haute par ici. C'est lui, le Père Noël. Car évidemment, attendre le 6 janvier pour recevoir ses cadeaux, c'est un peu long. Le Père Noël en profite et il n'est pas le seul, car les commerçants boostent le gros bonhomme rouge à coups de marketing. Au final, les gagnants de cette bataille de Noël sont les petits Espagnols qui reçoivent une double ration de cadeaux. Oui, bien sûr, double ration. Merci Sandrine, effectivement. Voyez, encore une fois, des traditions qui ne sont pas tout à fait les nôtres, très respectées dans le sud de l'Europe et au nord et aux États-Unis. Voilà, merci Sandrine, à bientôt, nos amitiés aux Reyes Magos. Notre réveillon du matin touche à sa fin. Merci à nos 5 correspondants de nous avoir éclairés sur les traditions de Noël un peu partout dans le monde. Alors, la semaine prochaine, on va s'intéresser au rythme de vie de nos voisins. Chez nous, c'est pour faire court, hein, métro, boulot, dodo, on a déjà entendu ça, mais chez les autres, ça se passe comment? Les horaires de travail, de repas, etc. Pour le savoir, nous irons en Russie, en Australie, aux Pays-Bas, puis au Brésil, et vous verrez que selon les pays, la cadence... mais c'est pas vraiment, non mais vraiment pas la même que chez nous. Rendez-vous samedi prochain, Madame, Monsieur, Télématin, c'est fini aussi, mais on vous donne rendez-vous dès lundi. Et oui, vous le savez, depuis toujours maintenant, la maison reste ouverte pendant les vacances. En attendant, on se quitte avec quelques images de la semaine. Bon week-end, bonne fête à tous.